Le mot euthanasie vient du grec, ça veut dire belle mort, et c'est exactement ce que je fais. Le patient ne souffre absolument pas, c'est ce que je souhaite pour moi d'ailleurs, partir en dormant. Pionnière de l'aide à mourir, la Belgique a dépénalisé l'euthanasie dès 2002. Elle est même entrée dans les mœurs. En France, elle reste interdite et polémique. Un projet de loi sur la fin de vie a été initié en 2024, mais il connaît un parcours chaotique au Parlement. Alors, pour avoir accès à une mort digne, de nombreux malades français font encore le voyage vers la Belgique. J'ai pu ma vie. Ma vie, déjà, elle est plus là. J'ai dû arrêter tout ce que j'aimais bien faire. Donc, ouais, ça sera une libération, ouais. C'est un massage que je fais les matins pour détendre les muscles du visage. La nuit, ça se contracte, ça se fiche, donc il faut détendre pour que les lèvres remarchent comme il faut, les mâchoires et le cou aussi. Donc, ouais, la SLA me paralyse petit à petit. La SLA, aussi appelée maladie de Charcot, a bouleversé la vie de Valérie Thierry. Le diagnostic est tombé en 2024. Depuis, cette ancienne attachée commerciale de 59 ans lutte chaque jour pour ralentir l'avancée des symptômes. C'est pas comme un sportif qui va s'entraîner, qui en fera de plus en plus. Nous, on contraint, on en fera de moins en moins. Elle le sait, la maladie va atteindre progressivement l'ensemble des muscles de son corps. Une affection aujourd'hui incurable. Même si je fais tous les efforts du monde pour rester debout, c'est la maladie qui gagne. Je vais terminer paralysée. J'ai pas envie de me faire laver. J'ai pas envie qu'on me donne la béquille. Comment je vais mourir? C'est ma question. Donc, pour moi, ça sera la Belgique. Valérie a pris sa décision. Pour l'aider dans sa démarche, elle a fait appel à Claudette Pierret. Claudette accompagne des malades français vers la Belgique pour les aider à mourir dignement. Elle en a fait le combat de sa vie. Allô? Allô, Oui? Beth? Oui? Oui, bonjour, c'est Valérie. Bonjour Valérie. Comment allez-vous? Alors, ça va être tout doux. Oui. Ouais, puis on tombe. Ah, oui. Claudette Pierret assure bénévolement un rôle d'intermédiaire informel avec les médecins belges. C'est pas simple à Elle faire. écoute, guide et organise les premiers rendez-vous. Oui, oui. Des appels comme celui de Valérie
Elle en reçoit chaque semaine, parfois même plusieurs par jour. D'autres documents qui vous permettront de vous y rendre plus facilement. Je me fais un devoir de décrocher chaque fois que le téléphone sonne. J'ai eu des appels tard le soir, tôt le matin, j'en ai eu les dimanches, j'en ai tout le temps parce que le malade, surtout les personnes qui sont seules, pour eux, le temps n'a plus tellement d'importance et ils ne regardent pas si c'est un dimanche ou si c'est un jour férié, ils appellent. Et moi, si je suis là, je décroche bien évidemment. Hein. J'ai de plus en plus de mal à parler. Donc, Ah oui, mais je vous entends bien là. mais je parle très lentement. Écoutez, quand vous voudrez que je vous donne les rendez-vous à Bruxelles, vous me direz. Oui, d'accord. Écoutez, moi je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt. Merci. Voilà, bonne fin de journée Valérie. À vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au niveau de la loi belge, il y a 3 principales conditions. La première, c'est que le malade lui-même demande une aide à mourir. Le malade lui-même, j'insiste bien, et personne d'autre que lui. La deuxième, c'est qu'il soit atteint d'une affection grave et incurable. La troisième, que cette affection entraîne des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. C'est à chaque personne malade de décider de sa fin de vie et de prendre ses responsabilités. Ces 13 dernières années, Claudette Piret a accompagné plus d'une centaine de Français vers leur dernier souffle. Et elle se souvient de chacun d'eux. Chaque fois que je passe devant le papillon ou que je fais la poussière sur le globe, je pense à celui qui me l'a offert. Et en fait, c'était lui qui l'avait choisi avant de mourir. Le papillon, pour moi, ça a toujours été le symbole de la liberté. Je veux que chacun ait le choix. On a le choix de sa vie. On a le choix d'avoir des enfants. Et je ne vois pas pourquoi, quand on arrive en fin de vie, on nous enlèverait le choix de partir comme on veut, en fait. Voilà. Un barbecue sans chic, c'est pas un barbecue. Allez. Valérie et Gilles se connaissent depuis leur enfance. Ils ont fondé une famille et sont mariés depuis une quarantaine d'années. En petit, en deux, ceux-là. Arrive. Quand c'est des côtes ou des beefsteaks un peu velus, je les coupe. Normalement, il doit être là à chaque repas parce que je peux faire des fausses routes. Donc, il doit être là au cas où. Je suis redevenue un peu comme un gosse qu'il faut surveiller. Désormais, Valérie risque de s'étouffer en mangeant. Alors, pour les repas comme pour les autres gestes du quotidien, c'est son mari qui prend le relais. Mais parler de la maladie de sa femme reste difficile. Moi, je le vis mal, mais je ne le montre pas. Je suis impuissant. J'essaie de l'aider, bien entendu. Je fais la vaisselle, je fais à manger, je fais le ménage, mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est Gilles qui va emmener Valérie en Belgique. Elle veut y obtenir le feu vert des médecins tant qu'elle peut encore voyager et parler. Préparer l'avenir pour pouvoir mourir dans la dignité dans plusieurs mois ou même des années lorsque la maladie aura progressé. Tiens, pour demain, ça c'est l'adresse du médecin à Bruxelles. Donc j'ai regardé via Michelin. « 5h30 du matin, c'est l'heure du départ.
C'est Aude Vernuccio pour le journal. Bonjour Aude. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. À la une des militants pour l'aide à mourir, jugés pour trafic de médicaments anesthésiants. 12 membres d'une association pro-suicide assistée sont jugés pour avoir aidé d'autres personnes à se procurer des médicaments afin de mettre fin à leur jour. Des délits relevant de la législation sur le trafic de substances illicites. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende suivant les cas. Parmi les prévenus, Bernard Sonnet, médecin à la retraite, il est accusé d'avoir communiqué l'adresse mail du fournisseur de produits létals. Le médecin assume, comme plusieurs autres prévenus, qui souhaitent voir ce procès comme une tribune en faveur d'une loi sur la fin de vie. Ouais, c'est dommage d'en arriver là, d'être obligé de se fournir dans un pays étranger. La France est même pas foutue de s'occuper de ces personnes malades. Mais voilà, faire autant de routes que ça, c'est barbant. On s'approche du but. Valérie a rendez-vous avec 2 praticiens belges. Elle attend ses consultations depuis des mois. Viens m'aider. Dieu. Bonjour, madame, monsieur. Dans ce cabinet, sa demande n'est pas inhabituelle. Le docteur Yves Delocte reçoit beaucoup de dossiers d'euthanasie de patients français. Reposez-vous. Madame Picolet, Valérie, je ne me trompe pas. Expliquez-moi pourquoi, malheureusement, nous nous rencontrons. Parce que j'ai une SLA. On me l'a trouvé ça il y a un peu plus d'1 an. Et maintenant, qu'est-ce qui vous fait? Ça évolue, vous souffrez? Le moindre mouvement qui sort de l'ordinaire, je peux plus. En ce moment, c'est la parole qui devient de plus en plus compliquée. Alors, la deuxième condition, donc, c'est être atteint d'une maladie grave et incurable, qui malheureusement est le cas, avec des certificats médicaux. Pour moi, le dossier sera en ordre. Okay. Vous ne devrez plus l'effort de venir me voir. Je me sens soulagée, contente, voilà. Allez, monsieur, courage. Quelques heures plus tard, Valérie a obtenu un second avis médical. Un psychiatre a également confirmé son dossier. Vous ouvrir. La première euthanasie, c'était un prêtre. Et j'avais très peur, j'en avais jamais fait. Il était très gravement malade et c'était tout à fait justifié. On entrait dans le cadre de la loi. À l'église, je suis certainement excommunié du Vatican, de Rome, mais bon. Si à 80 ans, Yves Delocte continue d'exercer, c'est par engagement envers ses patients. Notre rôle de médecin, c'est de soulager la souffrance. On ne peut pas tout soulager. Donc, parfois, il ne nous reste plus que ça. Et là, on les soulage. Malheureusement, c'est la fin de la vie. C'est le dernier soin que je me suis engagé vis-à-vis du patient à prodiguer. Ce soin, il l'a apporté à de nombreux Français. Pour lui, le pays voisin doit prendre ses responsabilités.
En 2024, ils sont plus d'une centaine à avoir franchi la frontière pour finir leur jour sur le sol belge, soit 90% des demandes venues de l'étranger. Moi, je voudrais, comme je pense beaucoup de médecins belges, que la France ait une loi convenable. Je suis effrayé qu'un pays comme la France ose encore laisser des gens grabataires, paralysés, faire 1000 km pour venir jusqu'ici. J'ai fait des consultations devant mon cabinet, dans des ambulances. Je trouve ça épouvantable et inacceptable. Claudette Pierret, le docteur Delocte, tente donc de faire évoluer les mentalités de l'autre côté de la frontière. Dans ce lycée du nord-est de la France, il rencontre une classe de terminale en option droit pour sensibiliser les élèves aux enjeux de la fin de vie. Donc, vous ne me connaissez pas, je suis venu l'année passée, je suis le docteur Yves Delocte, je viens de Bruxelles, je suis parti ce matin. Depuis 2002, donc, nous avons une loi qui dépénalise l'euthanasie. La Belgique est inondée de demandes, je crois que Mme Pierret peut le confirmer, de demandes françaises. Et les hôpitaux belges ferment de plus en plus leurs portes parce que pour les médecins, croyez-moi, ce n'est pas tellement facile à faire. On préfère soigner d'autres maladies. Donc, il n'y a pas beaucoup de médecins qui acceptent. Et les hôpitaux, rien qu'à Bruxelles, il n'y en a plus que 2 qui acceptent les patients étrangers. Oui. Pour le cas des mineurs, est-ce que c'est les mêmes conditions d'accès que pour les majeurs? Les conditions sont encore plus sévères. Moi, je préfère ne pas le faire. Mais la loi l'autorise. Il y a très peu, d'ailleurs, d'euthanasie de mineurs en Belgique. Je crois que depuis 2014, ça fait 11 ans, il y en a eu 4 ou 5. En France, le projet de loi sur la fin de vie a provoqué des débats houleux. Le texte, initié en 2024, est bien plus restrictif que la loi belge. Il a été voté en première lecture en mai 2025, mais le Parlement français n'a pas encore dit son dernier mot. Dans ce contexte, le professeur de cette classe de terminale a proposé à ses élèves de rédiger leur propre projet de loi. Objectif, explorer les termes du débat en se mettant à la place du législateur. Donc déjà, bonjour, mesdames, messieurs les ministres. Donc, je voudrais commencer par dire que nous sommes dans un État qui prône la liberté et nous n'avons toujours pas de loi qui laisse le choix à chacun de la fin de sa vie. Dans cette Assemblée nationale fictive, chaque élève doit défendre le point de vue d'un bord politique attribué de manière aléatoire. La France, phare des droits de l'homme, phare des droits humains, est maintenant en retard d'une dizaine d'années sur ses voisins européens. Cela ne peut plus durer. Nous devons lever le doute sur la fin de vie de nos concitoyens, notamment en leur laissant le droit de mourir dans la dignité chez eux. Je pense qu'il est préférable de privilégier la médecine plutôt que de mettre en place un abattoir. Nous vous proposerons des amendements pour chaque article et des amendements qui seront dans nos idéaux et qui permettront de faire un projet de loi ouvert à tous les Français, j'irai même encore plus loin, ouvert à tous les résidents de notre chère nation. On entend derrière justement que les débats sont vifs. On pourrait de prime abord croire que la jeunesse n'est pas forcément concernée ou concernée en tout cas de loin par le sujet, mais bien sûr qu'elle est concernée au premier plan déjà sur le plan émotionnel, lorsque ça concerne leurs parents ou aussi leurs grands-parents par exemple. Au terme de 5 heures de débat, c'est donc le non à l'euthanasie qui l'emporte. Je trouve ça dommage que le texte de loi n'ait pas été adopté, dans le sens où je pense pas qu'il y en aura un nouveau qui va être fait d'ici peu. Personne ne votait en fonction des amendements, mais plutôt en fonction des affinités. Et si ça se passe réellement comme ça dans l'Assemblée nationale, c'est normal que notre gouvernement et notre État aillent de mal en pis finalement. Je suis fatiguée. À Bruxelles, Valérie a obtenu l'accord définitif des médecins pour une euthanasie. Ah, du soleil! C'est l'issue qu'elle espérait. Lorsque le moment sera venu, elle pourra revenir ici pour son ultime voyage.
t'as moins peur. Puis on verra pour le après. Mais ouais, je suis rassurée. Il a validé mon dossier parce que je cherchais régulièrement des méthodes de suicide. Donc ça, j'aurais plus besoin. Je sais que j'ai ma solution. Voilà. Ouais, ça va aller. C'est pas pour tout de suite. Oui. Hein? Tant que je peux tenir debout et que je peux manger. Après, ça sera autre chose. Si elle est soulagée, ben moi aussi. C'est tout. La veille d'une euthanasie, le docteur Delocte tient à rencontrer une dernière fois ses patients. Bonsoir madame, docteur Delocte. Vous vous en doutez. Entrez. Maddy, 91 ans, est venue de France accompagnée de sa fille. Bonsoir madame. Elle passera sa dernière soirée dans cet hôtel au nord de Bruxelles. Les deux femmes souhaitent témoigner à visage caché. J'adorais voyager, j'adorais danser, j'adorais les restaurants, j'adorais vivre. Vivre. Chose que je ne peux absolument plus faire. Vous me direz qu'à mon âge, c'est normal. Mais moi, je ne le vis pas. Je ne l'accepte pas. Quand je me suis cassé le bassin, que j'ai terriblement souffert, j'ai dit c'est fini, je ne veux plus continuer à vivre dans ces conditions. Et j'ai vu vraiment la fin de ma vie. Selon le médecin, ses souffrances physiques et psychiques sont inapaisables, ce qui entre dans le cadre de la loi belge. Vous n'avez pas changé d'avis? Non. J'aurais préféré faire cette démarche en France. J'aurais aimé que mon pays m'apporte le secours dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est demain. Oui. En fin de matinée. Donc ça se fait à 11h. Oui. Il y aura une injection. Et il y aura une injection sans souffrance. C'est comme avant une opération. Voilà, d'accord. Partir dans la dignité, pour moi, c'est énorme. Et demain matin, je peux prendre un dernier petit déjeuner. Tout ce que vous voulez. Bon. Tout. Tout. Tout ce que vous aimez. Des croissants, du beurre, de la confiture. Tout. Voilà, madame. Vous ne devez pas vous lever. Allez. Même les médecins pleurent parfois. Allez. Je vous laisse entre vous. Au revoir, docteur. Au revoir. Le lendemain matin, dans cet hôpital de la région bruxelloise, tout est minutieusement préparé pour l'accueil de Maddy. Elle a accepté que nous l'accompagnions jusque dans ses derniers instants. Bonjour. Docteur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Et bonjour, madame ou mademoiselle, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous rend le plus triste? Quand on... C'est ce que j'aime. Ok. Je me dis ça souvent, qu'est-ce que je ferais si c'était moi qui avais ces fractures, cette maladie? Et là, souvent,
Quand on est triste, après, il faut se dire qu'elle est libérée de tout ce qui la faisait souffrir. Vous en faites souvent? Beaucoup trop. Beaucoup trop? Oui. Oui. Des Français aussi? Oui. Ça va changer en France? Oh, on espère. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On espère, mais... Et donc, vous n'avez pas changé d'avis? Ah non. Non. Plus vite ce sera fait, plus vite je serai libérée. On se retrouvera peut-être ailleurs, je ne sais pas. Qui sait? Ça va? Ça va comme ça. Allez, à tout à l'heure. Je vous laisse entre vous. Merci. Merci. Le docteur Delocte est rejoint par un autre médecin, Wim Distelmans, professeur en médecine palliative. Polypathologie, 91 ans. Fracture du bassin, des vertèbres. Ok. Elle prenait de la morphine et tout. Oui. Nous sommes là, avec le professeur Distelmans, madame, sa fille, sa petite fille. Voilà, si vous êtes toujours d'accord, nous allons nous mettre du côté de la perfusion. C'est quand vous voulez. Allez-y le plus tôt possible. Oui? Bon voyage, madame. On est là. Il n'y a eu aucune souffrance. La patiente s'est endormie en moins d'1 minute. L'émotion est forte, mais je suis soulagé que ça s'est bien passé. C'était son souhait et nous avons obéi. Lolo? Oui, voilà. Donc je sors de l'hôpital et tout s'est bien passé. Allez, ça va, t'es pas trop stressé, ça va? Ça n'a pas été trop difficile? Non, ça s'est bien passé. C'est toujours le plus triste, c'est la fille et la petite fille qui sont en pleurs. Ah oui, ok. Oh là là. Voilà. Oui, c'est dur ça. C'est dur. Et sa fille reste ici jusqu'au vendredi. Ah oui, pour récupérer le? Oui, toute seule dans un hôtel à Bruxelles. Voilà. Oh là là. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est magnifique ce que tu as fait de toute façon. Allez, gros bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Oui, ciao, ciao. Après une euthanasie, je viens me balader ici dans la forêt. D'abord, ça me calme parce que je suis quand même fort ému et ça me permet d'évacuer tout ce qui vient de se passer. Les adieux avec le patient qui nous a quittés. On dit à peu près toujours les mêmes phrases. On lui dit on va peut-être se revoir ailleurs. On ne s'habitue jamais. C'est quand même donner la mort, c'est le geste ultime. La charge émotionnelle, quand on fait ça, après 50 années de pratique, ça reste la charge émotionnelle la plus forte. Le docteur Delocte souhaite se limiter à une euthanasie par mois pour se préserver. Mais les demandes affluent. Entre 2022 et 2024, le nombre de Français ayant eu recours à l'euthanasie en Belgique a même doublé.